Voilà, donc on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour ce dernier séminaire avant les vacances d'été. Durant ce séminaire, nous allons analyser le contrat de management sous tous les angles, ou en tout cas sous presque tous les angles, puisque nous n'avons qu'une heure devant nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via le chat. Donc, il se retrouve en dessous de votre écran à droite, sauf erreur. On va essayer d'y répondre autant que possible, mais on va le faire à la fin de la présentation. Comme ça, on peut avancer un maximum en attendant. Alors, pour cette présentation, on a décidé de commencer celle-ci par un petit cas pratique. Un petit cas pratique qui va nous accompagner durant toute la durée de la présentation pour que vous puissiez avoir vraiment les aspects concrets de celle-ci. Ce petit cas pratique, c'est la Société Vers l'Avenir, une société de presse, donc il y a le journal, le quotidien Vers l'Avenir, qui décide de redynamiser son journal. Et donc pour ce faire, elle va engager Madame Irma comme nouvelle manager. Alors, qu'est-ce que Madame Irma va faire? Eh bien, elle va assurer la gestion journalière, la gestion des équipes, la gestion de la production du quotidien, donc du journal Vers l'Avenir. Elle va également créer un site internet pour pouvoir mettre en ligne ce quotidien Vers l'Avenir, et elle va se charger également de la rédaction des éditos. Alors, toutes ces tâches que Madame Irma va avoir comme manager, eh bien, ça va susciter de nombreuses questions, notamment d'un point de vue de l'application de la convention de management. Et donc, toutes ces questions sont reprises ici dans ce plan. C'est toutes les questions que nous allons aborder durant cette présentation. Donc, on va d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que le statut du manager. Est-ce que on va constituer éventuellement une société de management? Ensuite, nous analyserons la question du mandat social et du contrat de management. Nous poursuivrons avec les risques de requalification du contrat de management. Ensuite, nous verrons toutes les clauses qui seront contenues dans le contrat de management et nous finirons par l'opportunité de bénéficier du régime fiscal avantageux au niveau des droits d'auteur. Et là, je souhaite déjà vous prévenir qu'aucune de nous n'est spécialiste en droit fiscal et donc tous les autres aspects de droit fiscal, nous ne les aborderons pas, en tout cas pas de façon approfondie durant cette présentation. Alors, nous allons commencer tout de suite avec Astrid qui va aborder la première question. Alors, on va commencer donc par tout d'abord remettre les choses dans leur contexte et tout d'abord définir de quoi on parle. Finalement, qu'est-ce qu'un contrat de management? On vise par contrat de management vraiment le contrat par lequel une personne va en fait assumer tout ou partie de la gestion d'une entreprise. De nouveau, ça peut être toute l'entreprise que la personne va gérer ou seulement une partie de cette entreprise. Par exemple, on pense à un manager qui va uniquement gérer la direction financière de la société gérée. Ça peut également être une mission qu'on veut sur le long terme, on conclut une convention de management à long terme, mais ça peut également être aussi un manager de crise qui va uniquement résorber une problématique spécifique pendant une durée limitée, par exemple un manager spécifique pour gérer toutes les conséquences de la crise du coronavirus, par exemple, sur la société gérée. Ce qui distingue finalement un contrat de management d'un contrat de consultance, qui est vraiment un contrat beaucoup plus standard, c'est la possibilité qu'a le manager en principe d'avoir un pouvoir de gestion pour justement prendre toutes les décisions et gérer de façon plus ou moins autonome la société qui souhaite ainsi être gérée. Maintenant qu'on a défini ce qu'était le contrat de management, peut-être on va faire un pas en arrière et se poser la question de savoir est-ce qu'on conclut finalement un contrat de management qui est quelque chose qui se fait avec un individu indépendant ou est-ce qu'on conclut un contrat de travail? En effet, a priori, les deux sont possibles. Le contrat de management n'est pas automatiquement quelque chose que vous allez conclure avec un individu indépendant. La seule différence, en fait, c'est la manière d'exécuter le contrat. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait, il faut d'abord se poser la question, comment est-ce que je veux exécuter ce contrat de management? Est-ce que je veux pouvoir finalement donner des ordres et être dans un lien de subordination
avec Madame Irma. Si la réponse est oui, parce que vous estimez que vous voulez toujours quand même pouvoir suivre de façon proche finalement ce que fait Madame Irma, vous êtes obligé, une fois que vous avez répondu à cette question, de choisir un contrat de travail. Par contre, si la réponse à votre question c'est non, justement, Madame Irma est tout à fait libre dans la gestion de la société. Dans ce cas-là, vous allez conclure un contrat de management avec Madame Irma, soit en personne physique, soit avec une société de management qu'elle aura créée, qu'on appellera dans la présentation à chaque fois MANCO. Vous avez repris pour votre information un peu la liste des avantages et des inconvénients que vous avez à conclure plutôt un contrat de management, plutôt un contrat de travail. Généralement, et le premier élément qui vient toujours, parfois justement on a des gens qui sont travailleurs et qui veulent passer sous statut indépendant. Pourquoi? Parce que le coût en termes de sécurité sociale est beaucoup plus élevé quand vous êtes avec un travailleur, notamment pour la société gérée, puisque vous avez les sécurités sociales patronales à payer, que quand vous êtes avec un travailleur indépendant qui paye sa propre sécurité sociale. Évidemment, ça a évidemment un revers pour l'indépendant, pour le manager, puisqu'il y aura des protections sociales beaucoup plus faibles qui devront éventuellement être complétées par toute une série d'assurances, notamment en termes de revenus garantis, en termes d'assurance maladie infectée, pension, etc. Très globalement, la très grande différence, et en fait c'est la clé de tous les différents sous-points qui ont été repris sur la slide, c'est le fait qu'un point de vue contractuel, vous êtes beaucoup plus libre avec un indépendant qu'avec un travailleur, puisque vous êtes lié par toutes les dispositions impératives du droit du travail auxquelles vous pouvez en principe pas déroger. Du coup, les avantages et inconvénients de travailleurs salariés sont les mêmes, mais inversés. Un autre point qui est important, notamment, c'est en termes d'indemnité de rupture, par exemple, vous êtes beaucoup plus libre de déterminer finalement les montants que vous allez devoir payer ou le préavis à prester par le manager, si vous êtes dans le cadre d'une convention indépendante, que si vous êtes dans le cadre d'un contrat de travail. Et enfin, la dernière question, imaginez que vous ayez fait tout le travail de réflexion et que maintenant vous souhaitez engager Madame Irma sous contrat de management en disant qu'elle sera tout à fait libre d'exercer sa fonction. Une deuxième question qui va se poser à ce moment-là, c'est généralement, est-ce que Madame Irma fournit les services en personne physique ou est-ce qu'elle va fournir les services via une société de management à créer? Généralement, la première considération pour le faire, ce sont des considérations fiscale. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir répartir et donc lisser les revenus, les émoluments qui vont être payés par la société gérée à la société de management et du coup les répartir en revenus personnes physiques et en revenus qui vont être soumis à l'impôt des sociétés. Ça peut éventuellement être, dans le cadre de planification successorale, être utilisé comme société patrimoniale éventuellement. Et enfin, ça permet également d'accorder certains avantages que dans le principe, une personne physique ne pourrait pas s'accorder à elle-même. Je pense notamment à des assurances groupes, engagements individuels de pension, etc., qui sont des choses spécifiques pour lesquelles, généralement, vous avez besoin d'avoir une société avant la personne physique même. Le grand inconvénient de la société de management, c'est évidemment que vous allez être beaucoup plus limité et avoir beaucoup plus d'obligations, notamment juridiques, administratives et comptables, pour faire tourner cette société. On pense notamment au plan financier, à la publicité des comptes annuels, etc. En plus, vous avez également un cash flow qui est plus limité que des simples revenus personnes physiques, puisque vous allez devoir garder une partie de l'argent, des émoluments que vous recevez dans votre société pour que ce soit fiscalement intéressant. Donc tout ça, c'est des choses à évidemment considérer avant de prendre cette décision. Maintenant, de nouveau, sans être fiscaliste, on parle généralement, en fait, pour que ça devienne intéressant fiscalement, on dit qu'il faut tourner en termes de revenus en personne physique de plus ou moins 90 000, 100 000 euros. Mais ce sera quelque chose qui va vraiment qu'il va falloir évidemment évaluer directement avec un fiscaliste, selon vos besoins, selon vos revenus, selon vos dépenses surtout, avant justement de faire ce choix. Alors, voilà, je vais maintenant céder la parole à Sheena qui va aborder la question du mandat social et du lien avec justement le contrat de management qui sera conclu. Oui, alors effectivement, dans cette seconde partie, on va analyser le contrat de management sous l'angle du droit des sociétés, puisque lorsqu'un contrat de management est conclu, eh bien, le manager se voit confier la gestion, comme l'a dit Astrid, de tout ou partie de l'entreprise. Alors cette entreprise, elle peut être exploitée soit par une personne physique,
c'est moins fréquent et c'est pas pertinent dans notre cas, mais l'entreprise peut également être exploitée par une personne morale. Le plus souvent, il s'agira d'une société. Alors, c'est d'ailleurs ce qui est illustré dans notre exemple, puisque c'est la société Vers l'avenir qui souhaite confier la gestion du journal à Madame Irma. Donc, lorsqu'une société souhaite confier la gestion de tout ou une partie de son entreprise, il est important de déterminer le rôle qu'exercera le manager dans le cadre du contrat de management, mais également la manière dont ce rôle sera exercé au sein de la société gérée. Typiquement, dans notre cas, la société Vers l'avenir va faire appel au service de Madame Irma pour redynamiser le journal. Et Madame Irma va également s'occuper de la gestion quotidienne de la société. Donc, par conséquent, la société Vers l'avenir, elle va décider dans notre cas en tout cas, d'octroyer un mandat d'administrateur, de déléguer, à la gestion journalière à Madame Irma. Dans cette seconde partie, on va donc relever les implications qu'un contrat de management peut avoir en droit des sociétés. Alors, comme je l'ai dit, la gestion d'une entreprise par un manager, elle implique nécessairement qu'un certain pouvoir de décision soit conféré au manager. Dans notre cas, Madame Irma doit en effet être en mesure de, par exemple, définir la ligne éditoriale du journal, de définir la stratégie marketing, de répartir les équipes de journalistes et également les tâches qui seront allouées à chacun. La société Vers l'avenir va donc devoir lui accorder un pouvoir de décision plus ou moins étendu qui lui permettra justement de réaliser sa mission. Alors très souvent, mais pas systématiquement, ce pouvoir de décision sera combiné à un pouvoir de représentation qui va permettre à Madame Irma et en fait en réalité au manager de représenter la société gérée vis-à-vis des tiers. Dans notre cas, il s'agira par exemple de conclure des contrats d'impression avec des imprimeurs, de faire appel au service d'une agence de création de site internet, à une agence de marketing, etc. Donc ça peut évidemment faire l'objet d'une négociation entre les parties, mais la réalité c'est que c'est la société qui va elle-même déterminer quel type de mandat elle va octroyer au manager qui lui permettra alors d'exercer les missions qui lui ont été confiées. La société peut par exemple octroyer un mandat d'administrateur au manager. Dans ce cas, l'administrateur, le manager administrateur, disposera des pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer la société. La société peut également confier un mandat de gestion journalière au manager. Dans ce cas, le manager pourra poser des actes et prendre des décisions qui relèvent des besoins de la vie quotidienne de la société. Il pourra également aussi poser des actes ou prendre des décisions qui ont une moindre importance ou alors qui sont également justifiées par l'urgence d'une situation. La troisième possibilité pour la société gérée, c'est de confier en fait des pouvoirs particuliers au manager. Alors il s'agit ici en fait de confier un mandat spécifique au manager. On pense notamment par exemple à une délégation de pouvoir en matière de ressources humaines ou une délégation de pouvoir en matière bancaire. Cette délégation de pouvoir, avec cette délégation de pouvoir, le manager ne sera pas ou ne fera pas en tout cas partie d'un des organes de la société gérée, mais par contre sera considéré comme un mandataire de cette société. Il ne pourra donc engager et représenter la société gérée vis-à-vis des tiers que dans le cadre de ce mandat. Alors, pour reprendre notre casus, donc la société Vers l'avenir décide de confier un mandat de gestion journalière à Madame Irma. Ce mandat, comme je vous l'ai dit, permettra à Madame Irma de poser des actes et de prendre des décisions qui relèvent des besoins de la vie quotidienne. Seulement, comme on l'a d'ailleurs expliqué dans notre casus, Madame Irma ne fait pas que prendre des décisions relatives à la gestion quotidienne de la société. Elle va notamment devoir déterminer la stratégie marketing. Elle va devoir aussi déterminer la ligne éditoriale. Et dans ces cas-là, la société Vers l'avenir pourra, le cas échéant, choisir de lui octroyer également un mandat d'administrateur qui lui permettra d'avoir des pouvoirs plus étendus que ceux qu'elle détient dans le cadre d'un mandat de gestion journalière. Elle pourra également décider, le cas échéant, de confier plutôt des mandats particuliers, donc une délégation spécifique de pouvoir pour permettre à Madame Irma de poser des actes, de prendre des décisions dans le cadre de ses missions particulières.
Si la société va l'avenir n'octroie pas de mandat d'administrateur ni de délégation spécifique, ce qui signifie finalement que Madame Irma n'aura plus que la gestion journalière, eh bien ça peut poser une difficulté qui est la suivante, c'est-à-dire que si Madame Irma en fait outrepasse ce mandat de gestion journalière en posant justement des actes ou en prenant des décisions qui relèvent de l'organe de gestion, je pense notamment à définir la ligne éditoriale, etc., et que la société ne s'y oppose pas, eh bien, Madame Irma pourrait se retrouver dans une situation où, en fait, elle détient effectivement la gestion de la société, et dans ce cas-là, elle pourrait être qualifiée d'administrateur de fait. Cette qualification a des conséquences assez importantes, puisque ça signifie que Madame Irma, eh bien, elle aura les mêmes responsabilités, les mêmes obligations qu'un administrateur qui a été formellement nommé par la société gérée. Tout ça pour vous dire que les parties doivent être attentives à la façon, au mandat spécifique qui doit être octroyé au manager, puisque ce mandat doit lui permettre d'exercer les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du contrat de management, pardon. Et il faudra aussi veiller à ce que ce manager respecte bien les limites de son mandat. Alors, vous allez me demander, mais comment octroyons-on un mandat en pratique? Eh bien, la première étape, c'est de prendre la décision de nommer, enfin, d'octroyer un mandat social ou un mandat particulier. Alors, cette décision, elle doit être prise par l'organe compétent de la société. Pour nommer un administrateur, ce sera en principe l'Assemblée générale qui sera compétente. Évidemment, c'est sauf le cas de la cooptation, ou dans ce cas-là, c'est le cas de la vacance d'un mandat, eh bien, les administrateurs restants pourront provisoirement coopter un nouvel administrateur, mais cette cooptation, elle devra être confirmée lors de la prochaine Assemblée générale, et si elle n'est pas confirmée, eh bien, le mandat prend fin immédiatement. Dans le cas particulier de la société anonyme avec une administration duale, qui est dorénavant possible en vertu du nouveau code des sociétés et des associations, eh bien, l'Assemblée générale, elle n'est compétente que pour nommer les membres administrateurs du conseil de surveillance. Et c'est le conseil de surveillance, lui, qui nommera les administrateurs membres du conseil de direction. Pour les délégués à la gestion journalière, eh bien, leur nomination relève de la compétence de l'organe de gestion, et c'est à l'organe de gestion que revient également la compétence d'accorder des délégations particulières à des mandataires spéciaux. Alors ici, j'ai deux points à relever. Le premier, c'est que en octroyant une délégation particulière, l'organe de gestion ne peut pas déléguer l'entièreté de son pouvoir. En fait, il doit pouvoir garder le pouvoir général de décision et de contrôle. Les mandats, en fait, les mandats spécifiques, ce sont des délégations particulières, ce qui signifie que seuls sont cédés les pouvoirs, seuls sont délégués les pouvoirs qui sont spécifiquement énumérés dans le cadre de la délégation. Par ailleurs, il est possible aussi que l'Assemblée générale ou même l'organe de gestion nomme en tant que, le cas échéant, administrateur ou délégué à la gestion journalière, une société de management. Il s'agit de la MANCO. Et bien dans ce cas, la MANCO devra nommer un représentant personne physique. Dans notre cas, évidemment, ce sera la MANCO de Madame Irma qui devra, pour l'exécution de son mandat, nommer Madame Irma en tant que représentant permanent. Alors, le fait de nommer le représentant permanent lorsqu'il exécute ce mandat, eh bien, il est tenu aux mêmes responsabilités que la société de management. Lorsque la société de management nomme un représentant permanent, elle est obligée de nommer un représentant permanent personne physique, et cette personne physique ne peut pas avoir de double casquette, ce qui signifie qu'elle ne peut pas siéger dans le même organe en tant que membre personne physique ou alors en tant que membre d'une autre personne morale. Donc, Madame Irma ne peut pas être au sein du conseil d'administration, par exemple, représentant permanent de sa société de management et également membre administrateur personne physique. Alors, l'organe compétent devra aussi déterminer si le mandat est rémunéré ou gratuit. Voilà. Une fois que cette décision est prise, il faut encore que cette décision soit, le cas échéant, publiée au Moniteur belge pour être opposable au tiers. Alors, l'obligation de publier la nomination, eh bien, elle n'est obligatoire que dans le cadre d'une nomination en tant qu'administrateur ou en tant que délégué à la gestion journalière. Pour le cadre des mandats spécifiques, eh bien, ce n'est pas requis par le code. En revanche,
Le moniteur belge est accessible à tous, et donc le fait de publier alors sera l'avantage d'en fait diffuser l'octroi d'un mandat de manière plus large à tout tiers. C'est-à-dire que les tiers, pour déterminer si le manager est le cas échéant compétent pour prendre une décision, ils n'auront plus qu'à visionner le moniteur belge et déterminer si oui ou non ça rentre dans le cadre de son mandat. Alors encore une chose, lorsque l'on conclut un contrat de management, on veillera à identifier, les parties veilleront à identifier s'il existe un éventuel conflit d'intérêts. Ce sera le cas notamment si Madame Irma, par exemple, ou sa société de management est déjà membre et déjà administrateur de la société vers l'avenir. Dans ce cas-là, si la société vers l'avenir va conclure un contrat de management, soit avec Madame Irma, soit avec sa société de management, eh bien, il y aura effectivement il y aura un conflit d'intérêts puisque Madame Irma va être rémunérée pour les services qu'elle va fournir. Et dans ce cas-là, il faudra appliquer la procédure de conflit d'intérêts. Si la procédure de conflit d'intérêts n'est pas respectée, les risques sont quand même considérables puisque cela aboutira à la nullité. La sanction en fait du non-respect, c'est la nullité de la conclusion du contrat. Alors, j'en arrive au troisième slide. Alors ici, comme je vous l'ai dit, donc, le contrat de management est souvent lié à l'exercice d'un mandat social. Lorsque c'est le cas, on peut se retrouver devant deux situations. Soit le contrat de management ne vise que le mandat... voilà. Voici. Donc, soit le contrat de management ne vise que le mandat social et règle alors ainsi les modalités d'exercice de ce mandat, soit le contrat de management vise, outre le mandat social, d'autres missions qui seront accomplies par le manager. C'est le cas notamment lorsque le manager détient, par exemple, la direction commerciale ou la direction financière de la société. Alors, le premier cas, c'est-à-dire le cas où le contrat de management a pour objet de régler les modalités d'exercice du mandat, est un cas assez rare en pratique. En tout cas, lorsqu'il concerne le mandat d'administrateur, il est un peu plus fréquent lorsqu'il s'agit de régler les modalités de la gestion journalière. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, parce que les parties ne peuvent pas déterminer librement les modalités d'exercice de ce mandat, puisque ce mandat est gouverné par des dispositions légales et statutaires auxquelles le contrat de management ne peut pas déroger. Je vous ai donné quelques exemples. Il s'agit notamment du fait que pour beaucoup de mandats, eh bien, la durée est limitée. Il s'agit également du fait que le code des sociétés interdit en fait tout mécanisme qui viserait à limiter la responsabilité d'un mandataire social. Et il y a aussi cette question de la révocabilité de l'administrateur. Alors, avec le nouveau code des sociétés et des associations, cette révocabilité maintenant n'est plus cette révocabilité n'est plus d'ordre public, c'est-à-dire que les statuts peuvent y déroger, mais encore une fois, c'est au statut ou en tout cas à l'Assemblée générale de convenir de fixer les modalités de la révocation. Et donc, lorsque le manager va conclure un contrat de management avec la société, eh bien, il sera limité par rapport à ce qui lui est permis de recevoir, ou en tout cas la façon dont il pourra être mis fin à son mandat, tel que c'est déterminé par contre dans les statuts ou par l'Assemblée générale. Pour la gestion journalière, alors là c'est un peu plus différent, il y a des contraintes mais elles sont bien moins nombreuses. La seule contrainte qui me paraît être important de vous mentionner, c'est l'interdiction toujours de limiter la responsabilité du délégué à la gestion journalière au-delà de ce qui est prévu par le Code des sociétés et des associations. Alors, la deuxième possibilité, c'est en fait d'avoir un contrat de management qui va simplement faire référence au mandat social, mais qui va, dans le cadre de ce contrat, attribuer d'autres missions au manager. On parle ici alors de cumul entre le contrat de management et le mandat social. En cas de cumul, il est important de distinguer les missions qui sont accomplies dans le cadre du contrat de management des missions qui sont accomplies dans le cadre du mandat d'administrateur. Cette distinction, en fait, elle va permettre aux parties de déterminer librement les modalités d'exercice du contrat de management sans que les règles et les contraintes du droit des sociétés n'interfèrent avec cette liberté contractuelle.
Pour vous donner un exemple, une façon de renforcer cette distinction, eh bien, ce sera de préciser les contours de la mission de manager et d'indiquer le cas échéant que la mission, elle sera exercée dans le respect des directives générales qui seront déterminées par l'organe de gestion. Pour reprendre notre casus, Madame Irma, sa mission, c'est de redynamiser le journal, très bien. Mais dans le cadre du contrat de management, on va déterminer toutes les tâches qu'elle devra exécuter pour arriver à redynamiser, pour accomplir cette mission, pardon, notamment gérer la production, créer un site internet, etc. C'est important, pourquoi? Parce que lorsqu'on établira les tâches que Madame Irma va exercer au sein de cette mission, eh bien, on va pouvoir également différencier ces tâches du mandat de gestion journalière ou du mandat d'administrateur, le cas échéant, qui lui sera octroyé. Une autre façon peut-être de renforcer cette distinction, eh bien, c'est de, par exemple, désigner Madame Irma comme administrateur, mais de conclure le contrat de management avec sa société de management. Alors, évidemment, oui, ça permettra, ce sera moins facile en pratique de déterminer, de confondre les tâches, mais il faut effectivement qu'en pratique, cette distinction soit bien respectée et que lorsque Madame Irma pose un acte, eh bien, qu'elle indique clairement la capacité sous laquelle elle agit. Alors, cette distinction est déterminante également pour préciser les conséquences que la fin du mandat va avoir sur le contrat de management. Parce que le contrat pourra évidemment, s'il est distinct, si le contrat de management donc prévoit des missions qui sont distinctes de la fonction d'administrateur ou de gestion journalière, eh bien ce contrat va pouvoir déterminer si, le cas échéant, il survit ou si il prend automatiquement fin avec la fin du contrat de management. Ce seront donc toutes des clauses qu'il faudra, des questions qu'il faudra déterminer dans le cadre du contrat de management. Alors, je repasse la parole à Astrid qui va vous parler donc de la risque de requalification du contrat de management. Donc voilà, on va aborder un point qui est quand même important dans un contrat de management. Pourquoi? Parce qu'on parle, en fait, c'est un peu un risque qui va subsister comme une épée de Damoclès pendant toute la relation avec le manager et plus précisément en cas également de rupture de la relation avec le manager. En fait, qu'est-ce qu'on vise quand on parle de risque de requalification? C'est la requalification du statut indépendant du manager, éventuellement avec une MANCO, en un travailleur salarié. Donc, on parle d'un contrat de travail. Et cette requalification, elle peut avoir lieu soit à l'initiative de l'ONSS, c'est le plus fréquent, mais elle peut aussi avoir lieu à l'initiative finalement du manager même, qui parfois de mauvaise foi, parce que c'est lui qui l'a demandé à la base, en fin de relation, notamment lorsque les choses s'enveniment un petit peu, invoque l'argument de la requalification du contrat de travail pour encore récupérer toute une série de paiements de la part de la société gérée. On y revient. Et donc, comme je l'expliquais, en principe, les parties sont tout à fait libres de choisir pour leur contrat de management si elles le font en contrat de travail ou en contrat de management, je dirais, sous statut indépendant. Pour autant, évidemment, ces qualifications ne sont pas contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois impératives, mais en principe, ce ne sera pas le cas. Et bien sûr, pour autant que l'exécution effective qu'elles vont faire de leur relation corresponde à la qualification choisie. Et en principe, la loi dispose qu'en fait, le juge ne va pouvoir requalifier le contrat de management en un contrat de travail qu'à l'aune d'une série d'éléments, s'il constate qu'il y a des éléments qui sont tout à fait incompatibles avec la qualification choisie. À cet égard-là, la loi a prévu différents critères sur lesquels on va revenir. Ce qui est important, et je le dis tout de suite, c'est que, de manière générale, vous avez toute une série d'éléments qui vont être ou non indicateurs d'une relation qu'on va plutôt qualifier de subordonnée ou non. Mais en général, ces éléments en eux-mêmes, tout seuls, pris isolément, ne vont pas être suffisants. Vous allez peut-être me donner plein de questions dans le chat. Si je fais ça, et si on fait ça, et si on fait ça, est-ce que ce sera suffisant pour avoir une requalification? Généralement, bon, il y a des cas un peu gros comme une maison où là, la réponse est très claire, mais généralement, la réponse va être non, ça va pas être suffisant. Ce qui est problématique, c'est quand on additionne tous ces éléments. Et donc, l'idée, c'est pendant maintenant cette partie de vous donner un peu des tips and tricks, justement, pour facilement éviter d'avoir finalement une vision globale qui vous donne une impression de relation subordonnée.
Donc, la loi, en fait, elle parle de 4 critères généraux à l'aune de laquelle on va apprécier si oui ou non la qualification choisie par les parties est compatible ou non avec leur exécution. Premièrement, la volonté des parties telle qu'elle a été exprimée dans la convention. On ne parle pas uniquement du titre. Il faut aussi être consistant dans les clauses que vous allez reprendre dans la convention de management. Je pense, par exemple, à une clause de non-concurrence. Parfois, on retrouve des clauses de non-concurrence qui sont en fait un copier-coller d'une clause de non-concurrence typique d'une relation du droit du travail qui a des règles et des conditions très, très spécifiques et très précises. C'est des choses à éviter. Ensuite, autre critère, c'est la liberté ou l'absence de liberté d'organiser le temps de travail du manager. Ensuite, la liberté ou l'absence de liberté d'organiser le travail tout court. Et enfin, la possibilité ou non pour la société gérée d'exercer un contrôle hiérarchique sur le manager. Juste pour information, vous avez toute une série de critères neutres qui sont en fait entre guillemets évidents. Évidemment, l'inscription auprès d'un organisme de sécurité sociale, ONSS, INASTI, ne sera pas suffisant. L'inscription auprès de la TVA ne sera pas en principe déterminant pour requalifier les contrats. Tout ça sont des éléments neutres. Pour votre information, il faut savoir que dans certains secteurs, il y a une présomption réfragable de relations salariés ou relations indépendantes lorsque vous répondez à toute une série de critères qui ont plutôt trait à l'absence ou non de responsabilité, notamment financière, et des risques de la personne sous statut indépendant. Mais c'est encore, comme je disais, limité à vraiment des secteurs très spécifiques. Deuxième critère après celui de la volonté, la liberté d'organisation du temps de travail. Donc, c'est clair, le manager est sous statut indépendant. Il n'est pas question de donner des horaires stricts et précis par rapport à ce qu'il doit prester. De même, en principe, le manager n'aura jamais à justifier de son temps de travail, il n'aura jamais des plannings à remettre. Enfin, ce qui est important, c'est au niveau des vacances. De nouveau, en principe, le manager prend librement ses vacances, c'est à lui d'exercer son temps de travail. Maintenant, la nuance qui est apportée par rapport à toutes ces restrictions, c'est évidemment les contraintes organisationnelles, les obligations commerciales de la société, la nécessité de communiquer. Donc, évidemment, si le manager a sous sa responsabilité tout le personnel de la société, il est évident qu'au minimum, il devra être là durant les heures d'ouverture du bureau. On peut lui demander également d'assister à des réunions, par exemple. Pour autant, j'y reviendrai qu'il n'y ait pas de sanction à la clé. Et enfin, lorsque la personne est malade, le manager est malade, ça paraît logique et finalement une question de politesse de prévenir du fait qu'on est malade. Maintenant, le manager ne devra jamais envoyer de certificats médicaux à la société gérée. Et si vous recevez un certificat médical du manager, il faut vraiment faire attention à bien y répondre et bien dire attention, Madame Irma, vous n'avez aucune obligation de justifier vos absences. Un autre point qu'on peut nuancer par rapport à l'obligation de justifier son temps de travail, vous avez la possibilité de travailler avec des timesheets pour autant que ce soit nécessaire à la détermination de la facture et des fees, mais pas en principe pour déterminer si le manager travaille suffisamment par jour. Ensuite, le deuxième critère, c'est la liberté d'organisation du travail. Et à ce niveau-là, on considère généralement qu'on peut donner des instructions qui sont générales, des sortes de guidelines par rapport à finalement ce qu'on cherche à atteindre. Donc, par exemple, le conseil d'administration pourrait demander à Madame Irma ou dire à Madame Irma quel est finalement le résultat qu'ils veulent atteindre, par exemple, à court et moyen terme, en donnant une idée, par exemple, du type marketing qu'elle souhaite atteindre, etc. Mais en principe, vous ne pouvez pas donner des instructions très précises sur ce que Madame Irma doit faire. Vous n'allez pas pouvoir lui envoyer un email en disant pour mardi, je veux que tu fasses ça, 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 ça et ça pour arriver au résultat qu'on a déterminé ensemble. Vous pouvez bien sûr avoir des échéances, définir des objectifs à court et long terme. Tout l'important, c'est qu'on reste dans des instructions qui ne sont pas déterminantes et qui n'ont pas l'air finalement de donner des ordres à Madame Irma. Enfin, un autre petit point qui parfois est soulevé, c'est la question du lieu de travail. En principe, le manager est libre d'exercer où il veut le lieu de travail et la société gérée n'a pas finalement à lui imposer un lieu de travail.
De nouveau, si le manager gère la société, dans le cas d'un contrat de management où le manager gère la société, ça a du sens qu'il ait son propre bureau dans les bureaux de la société et donc que ce soit prévu. Maintenant, ça ne devrait pas être imposé, par exemple, dans le contrat. Ensuite, la question du contrôle hiérarchique, tout ça sont des choses qui se recoupent un petit peu, hein, mais de nouveau, on peut demander de participer à une réunion. Par contre, on ne peut pas commencer à avoir des sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par exemple, de cette demande. On peut avoir des exigences en termes de qualité, on peut rendre des critiques par rapport à un travail rendu, mais tout ça doit se faire hors lien de subordination. Et on va revenir en termes de contenu du travail, c'est important, c'est de prévoir une sorte de procédure, de mécanique, justement, pour constater les manquements du manager sans que cela semble ou ça apparaisse comme étant fait dans un lien de subordination avec une autorité patronale sur le manager. Ensuite, ce qui va être incompatible, évidemment, c'est l'obligation de rendre des comptes de façon tout à fait précise par rapport à ce que le manager fait, le fait d'avoir des sanctions disciplinaires, le fait d'avoir des évaluations annuelles strictes avec des conséquences en cas d'évaluation négative qui n'auraient pas été convenues de commun accord, notamment dans la convention. Si c'est par exemple une conséquence qui va être imposée unilatéralement par la société gérée, là, ça devient problématique. Et donc, on revient un peu maintenant sur les trucs et astuces. L'idée de ce que vous devez avoir notamment dans votre convention. L'important, c'est d'avoir une convention de service, convention management, qui va être très bien rédigée. Le premier élément, c'est que la formulation doit refléter justement ces 4 critères, la volonté, liberté d'organiser le temps de travail, liberté d'organiser le travail et absence de contrôle hiérarchique. Et pour ça, vous avez toute une série de clauses qui sont assez standards, mais qui doivent absolument se retrouver dans le contrat. Ensuite, on conseille toujours, vous sortez toutes les références, toute la terminologie qui est propre à un contrat de travail. Par exemple, je le mentionnais, la clause de non-concurrence, faites bien attention à ce que ce soit une clause de non-concurrence d'un travailleur indépendant et non pas d'un travailleur salarié. On évite également d'octroyer des avantages rémunéatoires aux managers qui sont typiquement des avantages rémunéatoires qu'on octroie à ses travailleurs salariés, que ce soit ses propres travailleurs salariés ou de façon plus générale, des avantages qui sont communément admis pour les travailleurs salariés. Je pense à une voiture de société, à un GSM, faire participer dans des plans de participation qu'on octroie à ses travailleurs, etc. Une seule nuance, c'est quand vous avez un contrat de management qui est lié à un mandat social, là, généralement, c'est toléré. Pourquoi? Parce que c'est très fréquent que les administrateurs reçoivent de tels avantages en nature. Mais à nouveau, il faut être consistant par rapport à la construction juridique que vous avez faite. Donc, si c'est pas Madame Irma en personne physique qui preste les services à la société gérée, mais qu'en fait, elle a créé sa propre manco, dans ce cas-là, il n'est pas possible d'avoir des avantages en nature entre deux sociétés et il n'est certainement pas question de octroyer des avantages en nature directement à Madame Irma en personne physique parce que du coup, vous niez en fait la construction juridique des services. Au niveau des émoluments, on conseille à chaque fois d'avoir des émoluments qui sont liés en fonction des prestations. On n'est pas avec un consultant, donc on ne va pas faire des prestations par jour. On peut faire des prestations avec un montant fixe mensuel, mais ce qui est important, c'est de déterminer un nombre minimum de jours par an à prester par le manager. L'idée, c'est pas que vous lui octroyez 80 000 € par an et qu'il preste 30 jours sur l'an, et de prévoir justement l'accord entre les parties de ce qui va se passer au niveau des émoluments lorsque la personne tombe malade, congé de maternité, etc., et dans l'impossibilité de fournir les services, dans ce cas-là, on va devoir prévoir une forme de proratisation des émoluments mensuels fixés annuellement. Un autre élément qu'on indique souvent, c'est la question d'avoir des émoluments qu'on dit all inclusive, c'est-à-dire que en fait l'indépendant généralement il fixe ses propres émoluments sur base de tous ses coûts. Donc, il n'est pas censé avoir un émolument fixe et puis la société gérée qui commence à lui rembourser ses frais, par exemple, ses frais d'indemnité kilométrique entre son domicile et la société gérée. C'est des choses qu'on préfère éviter. Évidemment, il y a toute une série de frais que le manager ne peut pas
envisager à l'avance, on ne peut pas prévoir. On pense par exemple à des vols à l'étranger, des frais d'hôtel, etc. Ça, on peut évidemment le prévoir dans la convention que ce type de frais-là sont payés à part sur base de documents justificatifs. Ensuite, évidemment, ça sert à rien d'avoir une super bonne convention qu'éventuellement Altus vous aura préparée si, en pratique, vous ne mettez pas en exécution le contenu de cette convention et si vous ne respectez pas ce qui a été convenu dedans. Deux autres points essentiels, c'est lorsque notamment vous avez par exemple un travailleur qui est venu chez vous et qui vous a dit justement mon comptable m'a dit que ce serait intéressant de passer en société, donc de plutôt passer sous statut indépendant. Ça c'est entre guillemets très dangereux si vous ne changez absolument rien dans la manière d'exercer le contrat. Donc si on joue le jour 1, monsieur est travailleur, et puis le jour 2, monsieur est indépendant sous contrat de management, mais qu'en fait, dans les faits, il n'y a absolument rien qu'à changer, là, vous foncez droit dans la porte pour avoir une requalification du contrat. D'autant que lorsque la personne va aller s'inscrire à sa caisse d'assurance sociale pour indépendant, il va devoir indiquer la société pour laquelle il travaillait avant comme travailleur salarié. Et là, c'est évidemment alarme auprès de l'ONSS, l'INASTI, qui éventuellement font faire une enquête. Donc là, on conseille évidemment, maintenant c'est un petit truc, ça fera pas un nombre de différence s'il y a rien qui change en pratique, c'est d'avoir un titre de fonction différent entre le travailleur et l'indépendant. De même, si vous avez plusieurs managers qui en fait ont la même fonction exercer l'un sous contrat de travail salarié et l'autre sous contrat indépendant et qu'il n'y a aucune différence, en fait on arrive chez vous et on ne voit pas du tout la différence dans la manière d'exercer le contrat, à nouveau, ça va être problématique en termes de requalification. Alors, quelques dernières petites trucs et astuces qui sont faciles à mettre en place en fait et qui permettent en fait de quand même solidifier votre dossier, je dirais, par rapport à l'ONSS. C'est une distinction claire dans votre organisation interne et vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer vos travailleurs indépendants, le manager, de vos travailleurs. Notamment, par exemple, dans un organigramme, a priori, des consultants indépendants, on conseille toujours de les sortir de l'organigramme. Ils ne font pas partie de la société. Pour un manager, c'est un peu différent puisqu'évidemment, c'est la figure même de la société dans de nombreux cas. Dans ce cas-là, il peut être repris sur l'organigramme, mais il faut bien avoir, je sais pas, une couleur différente, une astérix en indiquant bien que c'est un travailleur indépendant. Et aussi, ce qui est important, à nouveau, respectez bien la construction juridique choisie. Donc, le manager, s'il y a une MANCO, c'est MANCO IRMA. Le manager, c'est pas IRMA Olga. Éventuellement, entre parenthèses, vous l'indiquez. Mais très souvent, en fait, on a des sociétés de management qui ont été créées pour une raison X et Y, mais sur l'organigramme, on voit le nom de la personne physique. Ça ne correspond pas à la construction juridique qui a été créée. De même, pour les adresses électroniques, essayez de faire apparaître le fait que la personne est un indépendant. On pense par exemple à olga.irma@contracteur.verlavenir.be. C'est des choses qui sont en principe relativement faciles à mettre en place. Idem pour les cartes de visite. Différentes cartes de visite n'ayez pas le même template, les mêmes couleurs, etc. Et enfin, j'ai déjà légèrement abordé, c'est la question des politiques. Parfois, on voit des politiques d'entreprise au sein d'une société qui, en fait, sont tant applicables aux travailleurs salariés qu'aux travailleurs indépendants. Et parfois, il y a un peu une confusion des genres, justement. Parfois, il y a des éléments qu'on va retrouver dans une politique de travailleurs salariés qui n'a rien à faire dans une politique qui serait applicable aux travailleurs indépendants. Faites-en deux séparés. Généralement, c'est assez facile. Il suffit de changer un peu la terminologie et en principe, ça va. Alors, encore deux trucs qui peuvent vous permettre de limiter le risque de requalification. C'est le mandat social, puisque je l'ai dit, on n'est pas obligé d'avoir un mandat social dans un contrat de management. Mais si vous l'avez, l'avantage, c'est qu'en principe, vous avez une présomption légale que le mandat d'administrateur se fait sous contrat d'indépendant, sous statut d'indépendant. Ça fait pas tout. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle toujours la fameuse double casquette. C'est possible que dans votre contrat de management, dans le cadre du contrat de management, le manager exerce les tâches d'un mandat social, mais à côté de ça, il exerce toute une autre série de tâches, par exemple la direction financière, le marketing, la gestion du personnel, qui, elles, ne relèvent pas d'un mandat social. Et pour cette partie-là de tâches, là, on pourrait avoir une relation de travail salarié, donc un contrat de travail avec
avec le manager. Donc, c'est pas tout à fait dénué de risque. Maintenant, ça limite quand même fortement le risque de requalification. Et généralement, l'ONSS est beaucoup plus coulant, ou en tout cas va moins avoir d'alarme si la personne a un mandat social. Deuxième manière de limiter encore le risque de requalification, c'est d'interposer une MANCO entre la personne physique et la société gérée, puisque un contrat de travail ne peut pas exister entre deux entreprises, et donc c'est que dans des cas extrêmes où le fisc ou l'ONSS vont voir une relation de travail directement entre la société gérée et la personne physique qui est derrière la MANCO. Enfin, les conséquences financières d'une requalification. Alors, principalement, conséquences financières, ça va être le paiement des cotisations de sécurité sociale qu'on aura évité avec un contrat d'indépendant, en sachant que la société gérée devra payer non seulement les cotisations sociales patronales, mais également les cotisations sociales personnelles. Et si la personne, le manager est une personne physique, n'est pas possible de transférer le risque vers la personne physique. C'est uniquement si vous avez une MANCO que là, vous pouvez avoir une clause contractuelle qui prévoit que la MANCO remboursera toutes les cotisations sociales payées par la société gérée. Vous avez également toute une série de conséquences fiscales, puisque vu qu'il n'y avait pas de relation de travail, vous n'avez pas respecté toute une série d'obligations. Et également en termes de TVA, en principe, la société de management n'aura pas eu de prestations soumises à TVA, et donc vous aurez peut-être un rejet de la déduction de la TVA. Enfin, non-respect de toutes les dispositions en matière de droit du travail, donc ça veut dire que vous allez devoir respecter toutes les règles de droit du travail, même rétroactivement, donc vous allez devoir payer toute une série d'arriérés, primes de fin d'année, pécule de vacances, heures supplémentaires, indexation, etc. Éventuellement, vous pouvez même avoir des sanctions administratives ou pénales, même si elles sont plus théoriques, notamment pour le fait de ne pas avoir respecté certaines dispositions. Le simple fait de ne pas avoir payé de cotisation de sécurité sociale pourrait être sujet à amende. Voilà, ça clôture la partie sur le risque de requalification. On va maintenant passer au contenu du contrat de management que Sheena va d'abord dans un premier temps aborder. Alors, donc les trois parties précédentes de notre exposé nous ont permis finalement de planter le cadre légal du contrat de management. Et dans cette avant-dernière partie, on va parcourir, mais assez rapidement, les dispositions à inclure dans le contrat de management. Elles sont, selon nous, au nombre de 9. Vous retrouverez en effet dans tout bon contrat de management une clause sur la mission du manager, sur sa rémunération, sur les pouvoirs qui lui sont délégués pour réaliser justement la mission confiée, sur l'importance de la personne du manager dans le cadre du contrat de management, sur l'utilité mais également les risques pour la société de prévoir une obligation de rendre des comptes par le manager dans l'exercice de sa mission. Il y aura aussi toute une série de clauses liées au droit du travail et également des clauses plus usuelles qu'on retrouve dans la plupart des contrats. Il s'agit notamment de l'obligation de confidentialité, de non-concurrence, de clauses de fort. Le contrat de management reprendra également une clause relative à la responsabilité ou plutôt la limitation de la responsabilité du manager. Et enfin, le contrat de management reprendra presque toujours aussi une clause sur la manière de mettre fin au contrat. Alors, j'en arrive donc ici à l'objet de la mission. Alors, bon, vous l'avez déjà dit, mais la mission du manager, elle peut être plus ou moins étendue et définie. Elle est gouvernée finalement par une très grande liberté contractuelle. Les pouvoirs du manager peuvent être aussi, eux aussi, plus ou moins étendus. Généralement, ce qu'on va trouver, c'est qu'on va avoir une mission générale, un peu comme Madame Irma, où on va lui dire, Madame Irma, vous allez devoir redynamiser le journal, et cette mission générale sera généralement combinée à des tâches beaucoup plus spécifiques qui entrent dans le cadre de cette mission. Alors, il est possible de déterminer déjà dans le contrat toutes les tâches qui seront exercées par Madame Irma ou par sa société de management. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, il est très difficile au jour de la conclusion du contrat de définir véritablement quelles seront les tâches qui seront exercées par le manager. Et dans ce cas-là,
la doctrine admet, il est admis de longue date, en fait, que l'objet puisse être déterminable soit d'un commun accord par les parties, soit unilatéralement par l'une des parties. Lorsque le manager, qui est le débiteur de l'obligation, devra lui-même déterminer les tâches qu'il devra exercer pour réaliser sa mission, eh bien, il devra évidemment le faire de bonne foi. Si c'est à la société gérée de déterminer les tâches qui devront être réalisées par le manager, eh bien, il faudra que cette société, la société gérée, donne des directives générales au manager et non pas des instructions précises, au risque de voir une requalification du contrat de management en contrat de travail. Alors, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, donc il est possible de déterminer au fur et à mesure les tâches qui sont exercées par le manager, mais tout ça, évidemment, il faut également tenir compte du fait que si jamais le manager dispose également d'un mandat social, il sera peut-être plus important de déterminer dès le début quelles sont les tâches qui seront exercées par le manager pour éviter justement d'avoir une confusion entre l'exercice du mandat social d'un côté et le contrat de management de l'autre. Alors, je vais parcourir rapidement ici les émoluments parce que Astrid en a déjà fait un exposé assez complet. Donc, effectivement, la clause, le contrat prendra certainement une clause relative à la rémunération aux émoluments que le manager va recevoir en contrepartie des prestations qu'il va fournir. Alors, en réalité, ce qu'on va souvent remarquer dans les contrats de management, c'est que il s'agirait en fait d'une combinaison entre une rémunération fixe et une rémunération variable. Il faudrait évidemment aussi indiquer le nombre de jours minimum que le manager devra prester pour obtenir une telle rémunération et le cas échéant de faire un prorata comme Astrid vous l'a dit. Les frais seront eux également en principe couverts dans le cadre de la rémunération puisque ces frais doivent être à charge du manager, mais si jamais il devait y avoir des frais exceptionnels qui devaient être engagés dans le cadre de sa mission, et bien effectivement là on pourra prévoir dans le cadre du contrat que ces frais soient remboursés par la société sur base de pièces justificatives. La délégation, eh bien il n'y a rien de neuf ici non plus. Le contrat va certainement reprendre en tout cas une clause sur la délégation de pouvoir. Alors si jamais il n'est pas possible au jour de la conclusion du contrat de déterminer expressément les pouvoirs qui seront confiés au manager, eh bien, il y aura au minimum un engagement de la société gérée à autoriser le manager à prendre toutes les décisions qui sont nécessaires pour réaliser sa mission, dans les limites cependant de la politique de délégation de pouvoir qui sera définie par l'organe d'administration. On en arrive à la clause into personae. Alors, le contrat de management en lui-même est un contrat into personae, en tout cas dans le chef du manager. Ça signifie que la personne du manager est considérée comme étant essentielle à la conclusion du contrat. Dans notre cas, il est évident que la société vers l'avenir ne va pas conclure un contrat de management avec une autre personne que Madame Irma, puisque c'est Madame Irma qui intéresse la société vers l'avenir en raison justement de sa propre expertise et de ses compétences. Lorsque le contrat est conclu avec la personne physique, donc avec Madame Irma, là évidemment il n'y aura pas de sujet puisque le manager sera Madame Irma et donc c'est à Madame Irma d'exécuter sa mission. Elle ne va pas pouvoir déléguer sa mission à un tiers. En revanche, si le contrat de management est conclu avec la société de management de Madame Irma, la situation est différente parce qu'en principe, la société de management, elle a la liberté de déterminer la manière dont elle va exécuter le contrat qu'elle a conclu et le cas échéant de faire appel à la personne physique qu'elle détermine elle-même, Madame Irma ou quelqu'un d'autre. Mais évidemment, il est clair que la société gérée donc vers l'avenir, la société vers l'avenir, ne va conclure un contrat de management avec la société de management de Madame Irma qu'en raison du fait que Madame Irma est la société qui est la personne qui contrôle et qui gère cette société de management. Donc par conséquent, le contrat de management va souvent prévoir que la mission confiée à la société de management de Madame Irma, eh bien, devrait être exécutée par Madame Irma. Et que si jamais Madame Irma ne sait pas exécuter cette mission et que la société de management voudrait confier cette mission à une autre personne en son sein, eh bien que cette personne devra être au préalable validée par la société vers l'avenir. On en arrive à la clause relative à l'obligation de rendre des comptes. Je vais laisser la parole à Astrid puisque ça concerne beaucoup plus le risque de requalification du contrat.
Donc, oui, évidemment, le contrat peut et va généralement contenir une clause relative à l'obligation pour le manager de rendre des comptes au conseil d'administration, éventuellement à l'Assemblée générale, en sachant que ça va être une obligation de rendre des comptes qui est générale et qui ne peut pas relever d'un lien juridique de subordination. Donc, on va, ce que j'expliquais, notamment prévoir la mécanique à suivre si, par exemple, la société gérée n'est pas contente des prestations fournies par le manager, notamment, par exemple, une première mise en demeure, où on va d'abord avoir une réunion informelle où on va discuter des problèmes et après on va décider ensemble dans le contrat quelles seront les conséquences que l'autre partie pourra apporter en cas de défaut de l'autre partie. Donc toujours dans le cadre de ce risque de requalification, il n'y a pas question que dans votre contrat, dans votre clause de rendre des comptes, si je peux l'appeler comme ça, il y ait un contrôle systématique sur le manager qui puisse être exercé par, notamment par exemple, le conseil d'administration. Après, on a encore toute une série de clauses que je vais appeler comme étant spécifiques au droit du travail. Notamment, c'est une clause relative au bien-être, au travail des travailleurs ou donneurs d'ordre vis-à-vis du manager. Donc en fait, c'est une clause obligatoire en vertu du droit du travail et qui est souvent en fait absente des contrats de management, qui consiste en fait à dire que le manager, en tant que tiers à la société gérée, va respecter le bien-être des travailleurs sur le lieu du travail de la société gérée. Une autre clause qui est importante à voir également, c'est une clause relative aux instructions données par le manager, puisqu'à nouveau, le manager, c'est une personne tiers par rapport aux employés. Et donc, même si c'est un petit peu peut-être extrapolé, pour éviter qu'il y ait un lien de subordination direct entre le manager et les employés, il faut prévoir que tous les ordres et instructions que le manager va donner aux employés, aux travailleurs de la société gérée, il le fait dans le cadre des services, au nom et pour le compte de la société gérée et non pas en son nom propre. Enfin, la clause d'autonomie du manager, ça c'est les fameux 4 critères généraux qu'il faut pouvoir retrouver dans la convention de management, liberté d'organiser son temps de travail, liberté d'organiser son travail et absence de contrôle hiérarchique. Et enfin, une clause relative au fait que le manager est responsable seul de toutes ses obligations en matière de sécurité sociale et en matière fiscale, avec éventuellement, si on est dans le cadre d'une MANCO, la possibilité, je disais, de transférer le risque de requalification pour le paiement de la sécurité sociale, des contributions de sécurité sociale personnelles du travailleur. Enfin, quelques clauses usuelles, juste petite checklist peut-être pour votre contrat de management, voir si vous souhaitez une clause de non-concurrence, clause de confidentialité, évidemment par rapport à toutes les données dont va prendre connaissance le manager, une clause par rapport à la qualité des services, avec de nouveau, ça rentre un petit peu finalement dans la procédure qui va devoir être suivie en cas de manquement en termes de prestations. Vous allez devoir choisir la clause de fort et la clause de droit applicable. Et enfin, vous allez également ne pas oublier de prévoir une clause de cession de droit de propriété intellectuelle, puisque ça ne fait pas automatiquement, avec, si vous voulez faire, dans le cadre d'une optimisation fiscale sur lequel Manon va revenir, certaines mentions obligatoires à inclure dans la convention de management. Alors, on arrive à la responsabilité du manager. Je viens de passer une slide, donc je la remets. Donc voilà, très rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 15h01. Donc, en réalité, donc le manager va être responsable vis-à-vis de la société gérée de sa responsabilité contractuelle et vis-à-vis des tiers de sa responsabilité extra-contractuelle. Pour répondre à l'une des questions que j'ai vues passer dans le chat, évidemment, le fait de conclure le contrat de management par une société de management va encore plus limiter la responsabilité de la personne qui va exercer en réalité des missions, la personne physique qui va exercer des missions de management. Évidemment, pas dans le cadre du mandat social, puisque là, comme je vous l'avais dit, le représentant permanent sera responsable solidairement de l'exécution et des fautes de gestion dans le cadre de son mandat. Mais dans le cadre du contrat de management, là, effectivement, il y aura une limitation accrue de la responsabilité. Simplement, ici, dans le cadre d'une responsabilité extra-contractuelle vis-à-vis des tiers, peu importe qu'il s'agisse d'une
société de management ou d'une personne physique, eh bien, le manager bénéficiera d'une quasi-immunité car il sera considéré par rapport au tiers comme étant un agent d'exécution. Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, eh bien, le manager et la société gérée pourront convenir eux-mêmes de limiter la responsabilité du manager. Donc, peu importe qu'il soit en mandat, que le manager soit en personne physique ou que le contrat de management soit conclu via une société de management, la société pourra, les parties pourront limiter cette responsabilité. Alors, typiquement, ce qu'on retrouve assez souvent, c'est une clause qui a pour objet de limiter le montant de la responsabilité du manager à la couverture d'assurance. Et donc là, les parties veilleront aussi à indiquer quel montant l'assurance devra couvrir lorsque la responsabilité du manager est engagée. Mais attention, encore une fois, lorsque un mandat social est octroyé également à un manager, il faudra toujours identifier la qualité sous laquelle le manager agit, parce que s'il agit dans le cadre de sa fonction d'administrateur ou de délégué à gestion journalière, eh bien, sa responsabilité en tant que mandataire social devra être examinée à l'aune du Code des sociétés et des associations. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les responsabilités, ça a fait l'objet déjà d'une présentation du Cercle du Lac, et le cas échéant, on pourra en redonner une. Mais la principale différence entre la responsabilité du manager dans le contrat de management et la responsabilité du manager qui est un mandataire social, c'est l'interdiction de limiter davantage la responsabilité du mandataire social. En effet, le Code des sociétés et des associations prévoit clairement une interdiction de limiter, d'exonérer pour la société, d'exonérer ou de garantir par avance les responsabilités des administrateurs. Et donc, contrairement à la responsabilité du manager, dans le cadre du contrat de management, cette responsabilité ne pourra jamais faire l'objet d'une limitation contractuelle. J'en arrive à la fin du contrat. Alors là, pas de grande surprise, il y aura de toute façon dans le contrat de management une clause relative à la fin du contrat. En principe, cette clause, le contrat de management va déterminer les cas où une des parties peut résilier le contrat et notamment déterminer les modalités de cette résiliation. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je voulais simplement mettre l'accent sur les conseils qu'on vous donne lorsque vous établissez une telle clause dans votre contrat de management. Il s'agit notamment, par exemple, de prévoir le sort qui sera le sort de de tous les matériels et de toutes les informations qui seront mises à disposition du manager. On pourra, le cas échéant, par exemple, pour les documents, demander au manager de les détruire. Ce fera plutôt l'objet de la clause de non-confidentialité, de l'obligation de confidentialité, mais peu importe. Et pour le matériel, la société pourrait également inclure une clause dans laquelle elle demandera justement à ce manager de ramener l'ensemble du matériel. On pourra également prévoir une clause relative à la poursuite du contrat et donc finalement à l'obligation de ce manager de répondre aux questions de son successeur. Et le cas échéant, ici aussi, il faudra prévoir finalement les conséquences de la fin du contrat sur le mandat social qui serait le cas échéant octroyé et l'inverse, la conséquence de la fin du mandat social sur le contrat de management. Donc voilà. Pour terminer cette partie sur le contenu du contrat de management, veillez aussi à ce que dans ce contrat de management, il soit bien précisé quelle clause va survivre à la fin du contrat et quelle clause ne va pas survivre à la fin du contrat. A priori, les clauses qui vont survivre à la fin du contrat, ce seront les clauses de non-concurrence, les clauses d'obligation de confidentialité, etc. Tout ça pour vite laisser la parole à Manon qui va vous toucher quelques mots sur l'opportunité en matière fiscale des droits d'auteur. Je lui laisse la parole. Oui, donc voilà, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'est une matière où il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc on a effectivement dépassé de quelques minutes le temps qui nous était imparti. Si vous devez nous quitter, il n'y a pas de souci, on vous enverra les slides, notamment courant de la semaine. Pour ceux qui ont encore 10 petites minutes, on va vite aborder du coup cette question du régime fiscal avantageux et de l'opportunité que constitue la convention de management pour installer un tel régime.
Alors, pour revenir sur notre exemple pratique, eh bien, comme on vous l'avait dit au tout début, Madame Irma va avoir plusieurs tâches pour redynamiser la société vers l'avenir. Elle va notamment devoir créer un site internet pour mettre en ligne le quotidien vers l'avenir et également rédiger des éditos. Alors, on va le voir, mais je vous spoil déjà, ce sont des prestations qui génèrent des droits d'auteur. Et donc, ces prestations, ces droits d'auteur vont pouvoir être cédés ou concédés à la société vers l'avenir, laquelle va rémunérer Madame Irma pour ces prestations. Et donc, on va aborder ici la question de la taxation de cette rémunération de Madame Irma, du coup, en personne physique. Alors, ce régime fiscal avantageux, c'est une opportunité pour qui? Pour toutes les personnes physiques qui vont obtenir des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins. Ici, il y a deux éléments importants, c'est la notion de droit d'auteur ou de droit voisin et la notion de cession ou de concession. Alors, qu'est-ce qu'un droit d'auteur? Eh bien, un droit d'auteur, c'est un droit qu'il y a sur des œuvres littéraires et artistiques, mais qui doivent remplir deux conditions. La première condition, c'est le fait qu'elle fasse l'objet d'une mise en forme, donc ça ne peut pas uniquement être une idée, il faut qu'elle ait été concrétisée, qu'elle ait été mise en forme. Et la seconde condition, c'est que ces œuvres littéraires ou artistiques soient originales. Donc, qu'il y ait des choix libres et créatifs qui aient été effectués par leur auteur, donc qu'on puisse voir vraiment la personnalité de celui-ci. Alors, très important aussi, on peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur, même si on n'a pas fait d'enregistrement, puisqu'en réalité, il n'y a pas d'enregistrement à faire, contrairement aux droits des marques, aux droits des dessins et modèles. Dans notre cas, Madame Irma va pouvoir bénéficier de droits d'auteur puisqu'elle va créer un site internet et elle va rédiger des éditos. Donc, à condition qu'ils remplissent les deux conditions dont je viens de vous parler, eh bien, elle va pouvoir avoir des droits d'auteur. Nous avons un petit problème de slide, visiblement. Je vais le faire du coup sans les slides, mais la concession et la cession, eh bien, c'est quoi? Une cession, ça s'apparente à une vente. Donc, c'est vraiment le fait pour que Madame Irma puisse céder son œuvre. Donc, c'est la société vers l'avenir qui va en devenir propriétaire. Et la concession, ça s'apparente plus à une location. Donc, ça peut être une location exclusive ou non exclusive. Donc, exclusive, Madame Irma va concéder son œuvre uniquement à la société vers l'avenir, et non exclusive, eh bien, elle va pouvoir concéder cette œuvre à d'autres sociétés. Ce qui est très important, c'est que tant pour la cession que la concession, il faut qu'il y ait un document écrit qui doit reprendre certaines mentions obligatoires. Ces 4 mentions obligatoires, eh bien, c'est la rémunération, c'est l'étendue territoriale, c'est également les modes d'exploitation, et encore une autre que vous retrouverez sur les slides que nous vous enverrons prochainement. Donc, désolé pour ce petit souci. Nous allons du coup passer maintenant aux avantages de ce régime fiscal. Alors, le premier avantage, c'est un taux d'imposition qui est favorable. Comme vous pouvez le voir sur ce petit tableau, on a un taux d'imposition qui est progressif, donc en fonction des revenus que vous allez avoir. Taux d'imposition de 15% avec un forfait de frais qui est déductible et donc qui va varier en fonction de ces montants. Et comme vous pouvez le voir sur la colonne de droite, eh bien, ce taux effectif d'imposition ne va pas être très élevé puisqu'il va aller de 7,5% à 10,95%. Donc, on peut même dire que c'est le régime fiscal le plus favorable en Belgique. Alors, d'autres avantages, on a comme deuxième avantage le fait que les revenus qui découlent de droits d'auteur, eh bien, ne sont pas compris dans le calcul des cotisations sociales, en tout cas pour les indépendants. Par contre, il faut faire attention parce que ce sera le cas pour les employés. Donc là, on a une différence de régime.
Et il ne faut pas croire qu'on a uniquement des avantages pour les personnes physiques, on a également des avantages pour la société, donc ici pour la société vers l'avenir, parce que imaginons que Madame Irma ait déjà été engagée et qu'on lui ait déjà fourni une rémunération, eh bien la société vers l'avenir va pouvoir lui proposer de bénéficier du régime fiscal avantageux et donc comme ça de l'augmenter sans pour autant elle débourser un montant plus important. Donc on a vraiment une multitude d'avantages comme vous pouvez le voir. Alors, dernièrement, quelques petits points d'attention lors de la mise en place. Eh bien, on vous conseille en tout cas de respecter les critères du service des décisions anticipées. Ils ne sont pas obligatoires, mais en tout cas, si vous ne voulez pas prendre de risques, on vous conseille vivement de les respecter. Alors, 3 gros critères. Tout d'abord, le service des décisions anticipées va regarder que vous avez bien une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur, donc une œuvre littéraire ou artistique qui remplit bien les 2 conditions dont on vient de discuter. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une rémunération effective de la cession ou de la concession, donc bien avoir une clause de cession ou de concession dans votre contrat de management et ne pas déguiser votre rémunération professionnelle et donc ne pas changer cette rémunération professionnelle par une rémunération de droit d'auteur, mais uniquement prendre une rémunération de droit d'auteur en plus de votre rémunération professionnelle. Et troisièmement, il faut qu'on ait une rémunération raisonnable qui doit correspondre à la réalité économique. Pour fixer cette rémunération raisonnable, eh bien, vous avez plusieurs critères que le service des décisions anticipées va donner. Vous pouvez les retrouver sur son site internet. Donc, ça va différer suivant que vous soyez un architecte, un informaticien, etc., etc. Donc, bien regarder à ça. Ici, on vous en donne deux critères généraux que le service des décisions anticipées applique généralement. Eh bien, soit on calcule cette rémunération raisonnable sur base d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, c'est le chiffre d'affaires fois 12,5% fois le coefficient de création de l'auteur. Coefficient de création de l'auteur, en réalité, c'est le temps que l'auteur va passer à la création. Donc, imaginons que vous passez 50% de votre temps de travail à créer, eh bien, vous devrez faire 12,5% fois 50% fois votre chiffre d'affaires et vous aurez le montant de votre rémunération raisonnable. Et vous pouvez donc soit calculer sur base du chiffre d'affaires, soit calculer sur base de la rémunération. Ça, c'est le deuxième critère. Et là, ce ne sera pas 12,5%, mais bien 25%. Vous avez ici un petit exemple pour voir vraiment comment est-ce qu'on applique ce critère. Si on prend le cas de Madame Irma et qu'on calcule sa rémunération raisonnable sur base de la rémunération annuelle, eh bien vous pouvez voir qu'on va faire 60 000 €, donc rémunération annuelle brute fois 25% fois 80%, et donc Madame Irma pourra bénéficier de 12 000 € à titre de droit d'auteur sur une année. Alors voilà, ceci clôture cette petite présentation. Enfin petite, effectivement, on a un petit peu débordé tant il y a de choses à dire. Nous vous